Cheikh Anta Diop, les fondements économiques et culturels d'un État fédéral d'Afrique noire, chapitre 5 de la première partie. La nouvelle stratégie. Le général de Gaulle a agi en véritable stratège vis-à-vis des colonies, dans l'espoir de tuer l'esprit de lutte et d'opposition à la métropole en le rendant sans objet apparent. Des territoires qui ne cessaient pas, depuis 10 ans, d'aspirer à l'indépendance, la réclament aujourd'hui avec insistance. Faut-il laisser ce mouvement se développer contre nous ou au contraire, tenter de le comprendre, de l'assimiler, de le canaliser? Cette phrase, qui serait de lui, est le résultat d'une longue méditation qui remonte à la 4e République sur la durabilité du fait colonial. L'expérience de l'Indochine et celle de l'Afrique du Nord ont servi à devancer les événements en Afrique noire. Elles ont permis d'octroyer l'indépendance qui allait être arrachée. J'ai desserré les liens avant qu'ils ne se rompent, aurait-il dit. C'est un acte de haute stratégie, destiné visiblement à atrophier la conscience nationale, à l'amoindrir, au point de la rendre associable à toutes sortes de mixtures. Si ce pari pouvait être gagné, le destin historique du continent serait compromis. Mais tous les paris de ce genre contre le destin des peuples ont toujours été historiquement perdus. Dans le cas contraire, leur Afrique, avec ses liens horizontaux et verticaux, serait réalisée sous une forme plus insidieuse, plus assouplie. La confédération en gestation n'en serait qu'une nouvelle forme mieux adaptée aux circonstances. C'est ainsi qu'un congrès a été organisé sur la Côte d'Azur en novembre 1959 entre responsables politiques africains et industriels européens, où l'on notait la présence de nombreux Allemands. Tous les magnats de l'industrie européenne, désireux de transformer l'Afrique en un champ d'expansion économique politiquement stabilisé, étaient présents, anxieux, à la recherche d'interlocuteurs valables. Il leur fallait des garanties politiques, avec tout investissement. On s'est aperçu, depuis la fin de la dernière guerre, du reste, que pour qu'une telle situation soit durable, il faut créer une véritable bourgeoisie indigène, industrielle, financière, bancaire, etc., dont les intérêts de classe soient désormais du côté de ceux de la grande finance internationale. On n'a que trop tardé à le faire. C'est une faute que les bourgeoisies européennes s'efforcent de réparer dans les délais historiques. Mais c'est avec la découverte des pétroles du Sahara que l'optique de la politique coloniale française fut complètement bouleversée. Désormais, la bourgeoisie française pense qu'il est plus pratique de se souder à l'Algérie. Elle croit le projet réalisable, plus réalisable en tout cas que l'ancienne Union française, ou même la communauté, qui devient secondaire. Elle se résout à admettre que l'Afrique noire sera perdue tôt ou tard, compte tenu de la modicité des moyens de coercition militaire, compte tenu du cycle d'évolution irréversible dans lequel s'engage de plus en plus le continent noir. On s'incline de bonne grâce devant la fatalité. Par contre, la France pense que la présence d'une minorité en Afrique du Nord et la proximité de ce territoire, contrairement à l'Indochine, sont des facteurs déterminants en faveur d'un maintien de son autorité. En concentrant ses efforts sur l'Algérie, elle croit pouvoir disposer d'une source permanente d'énergie et de minerais variés qu'elle avait l'habitude d'aller chercher plus loin et hors de la zone front. Elle se voit devenir virtuellement la première puissance énergétique de l'Europe occidentale. Désormais, dans un mouvement parallèle, elle se fait libérale en Afrique noire afin de reconquérir sur le plan sentimental l'amitié des anciennes colonies aigries, tandis qu'elle tente de broyer et d'assimiler l'Algérie. Cependant, nous ne sommes pas encore libres, même à la suite de ce desserrement de liens, car nous ne pourrons pas choisir un régime politique et social différent de celui du camp occidental sans risquer de nous battre militairement ou de nous voir renversés par des intrigues. Utilisons des partis locaux d'obédience occidentale. C'est à cette dernière ligne que se retranchent camouflées les batteries de l'Occident impérialiste, qui prétend faire dépendre son sort économique
et sa civilisation de la conservation de l'Afrique. Que signifie conserver un pays indépendant? Si nous acceptons de nous engager dans ce processus capitaliste d'embourgeoisement, dont l'issue est fatale à la santé politique de notre pays, de constituer cette classe auxiliaire de la finance internationale, tout va bien. Si nous disons mieux encore, nous sommes vos fils spirituels et intellectuels, votre émanation noire, faites de nous, à temps, les dépositaires de vos intérêts financiers et moraux. Et la situation sera sauvée. On ne vous verra plus, bien que vous soyez encore là. Nous servirons d'écran. Ce ne sera plus vous, mais nous, Africains, contre d'autres Africains, qui défendront vos idéaux. Si nous disons tout cela, c'est excellent. C'est ainsi que cette nouvelle politique libérale, pour être entièrement efficace, pour ne pas être trop idéaliste, est doublée partout, sauf en Guinée, où on n'a pas eu le temps de le faire. D'une mise en place d'hommes politiques, bien pensants, de toute une infrastructure adéquate, la nouvelle politique libérale a eu partout comme conséquence l'éviction des véritables mouvements révolutionnaires et le triomphe des équipes traditionnellement conformistes. Elle tend partout à faire passer les dits conformistes aux yeux du peuple pour des pseudo-révolutionnaires, afin de les accréditer. La situation du Cameroun est typique à cet égard. On se demande, en effet, dans le cas de l'octroi désintéressé d'une indépendance, ce qui empêcherait la France de rester neutre vis-à-vis des différents partis, d'accepter les élections véridiques, préalables, si c'est le seul moyen d'amener au pouvoir une équipe de dirigeants populaires, d'apaiser les esprits et de stabiliser la situation politique. Mais de puissants intérêts matériels sont en jeu. Barrage de l'EA, usine de traitement de la bauxite. Il n'est pas pensable de favoriser une équipe révolutionnaire qui viendrait remettre tant d'intérêts en question. Il faut donc tenter de faire en sorte que le peuple camerounais n'ait pas l'impression de devoir son indépendance au parti d'Oumniobé. Nous subissons déjà très durement et partout les inconvénients calculés de l'autonomie interne qui prépare, dit-on, à l'indépendance. C'est la division des forces révolutionnaires avant l'indépendance totale est réelle. Division qu'il sera difficile de résorber partout avec la même facilité. C'est la starification de plus en plus solide de la société africaine en classe au sens moderne et économique du terme et l'impossibilité presque d'éviter dès lors une lutte de classe en Afrique noire. Les mots d'ordre ne mordent pas sur l'esprit et le cœur des masses exécutantes, encore moins sur ceux des fonctionnaires. Car stakhanovisme et austérité économique n'ont de sens que dans le cadre d'une véritable indépendance. Il n'en est rien dans un régime conçu pour améliorer en toute sécurité la production capitaliste étrangère par des procédés dont l'évidence n'échappe pas à tout le peuple. Seules des perspectives grandioses de construction d'un État africain continental moderne et fort permettent de créer l'enthousiasme, l'esprit d'abnégation, un véritable sentiment patriotique. On cessera alors, et alors seulement, de poser le problème de l'indépendance nationale en termes de salaire, comme ceux qui commencent déjà à dire « il eût mieux valu laisser les choses telles qu'elles étaient ». Tout ce qui précède traduit l'absence de partis révolutionnaires au pouvoir, partout dans la communauté. Dans le même ordre d'idées, pour résorber l'anti-intellectualisme larvé que l'on constate partout en Afrique noire, au niveau des responsables politiques, comme des réflexes d'autodéfense, il faut que les intellectuels soient capables de dégager des perspectives pour l'Afrique, des solutions pour les problèmes qui se posent à l'échelle nationale, d'une façon qui ne laisse aucune autre voie possible. Il faut qu'ils sachent ainsi s'imposer à la fois par leur efficacité, leur goût du travail désintéressé pour le peuple et leur simplicité. Il faut qu'ils soient sincères avec eux-mêmes et pour ceux qu'ils sentent vraiment qu'ils sont animés d'un idéal à toute épreuve.
Il faut qu'il se distingue des esprits qui ne cherchent qu'à briller d'une manière trompeuse, aussi artificielle que stérile. Autrement dit, des pseudo-intelligences à facettes, faciles à réduire à l'inconséquence. Un anti-intellectualisme d'autodéfense consacrerait une nouvelle perte de l'Afrique, s'il pouvait se généraliser. Nous ne pouvons pas nous payer le luxe de rejeter ce qui nous a manqué le plus pendant ces 3 derniers siècles. Fin du chapitre 5 de la première partie.